déranger. Voilà, Partage ton bonjour et écran, mon bienvenue. frère. Bonjour, merci. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karine Jaffour, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle mutation digitale et on a le plaisir d'organiser des webinaires régulièrement. On en fait 2 par mois sur des sujets liés au digital. Aujourd'hui, on met à l'honneur un thème d'actualité, la cybersécurité et comment en fait les solutions cloud et tout ce qui entoure une solution cloud peut permettre de parer aux cybermenaces, aux cyberattaques. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Hill et Jean-Christophe Hull, qui sont gérants d'une société qui s'appelle Je gère mon bise et qui vont se présenter un peu plus en détail et qui vont donc nous parler de ce sujet. Je vous propose dans un premier temps de couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Vous pouvez poser vos questions par écrit dans le chat, dans la conversation sur Teams, hein. Normalement, vous y avez tous accès. On pourra éventuellement ouvrir les micros en fin de présentation pour avoir un échange un peu plus interactif. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien à l'issue du webinaire. Et puis voilà, je laisse la parole à nos intervenants, Jean-Christophe, je pense, dans un premier temps, et Marc. Merci Karim, en tout cas pour l'invitation. Je vais laisser Marc déjà se présenter, comme ça, et puis je me présenterai après. Bonjour à tous, Marc Hill, donc associé cofondateur de Je gère mon bise. Bon, moi j'ai un passé de plus de 35 ans, voire plus maintenant dans l'informatique, on va dire ancien monde. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui justement, c'est le nouveau monde, voilà. Et puis on sera ouvert à vos questions en fin de présentation. Très bien. Puis moi-même, donc Jean-Christophe Hull, cofondateur avec Marc de Je gère mon bise, après avoir travaillé 25 ans dans l'informatique ancien modèle. Donc on connaît tout ce qui est serveur, Citrix, sécurité, VPN et compagnie. Et on a décidé, il y a une dizaine d'années, de s'intéresser à un sujet qui à l'époque était naissant et qui maintenant est beaucoup plus répandu, qui est le cloud. Et on va vous expliquer rapidement pourquoi effectivement il y a intérêt pour un certain nombre d'entreprises de basculer dans le cloud pour des questions de cybersécurité. Alors c'est une vision effectivement un peu disruptive, c'est un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais vous verrez que c'est quand même assez rationnel et cohérent. Alors Marc, je te laisse passer la slide suivante. Donc on va vous faire déjà un petit rappel de contexte. Voilà, on va aller à la page suivante. Donc on est dans une société qui est en pleine mutation, hein. On a traversé la période de Covid, les Français ont découvert le télétravail, il y a les réseaux sociaux, les gens ont la connexion depuis le bureau sur leur téléphone pour aller à l'extérieur. Voilà, on est dans un milieu naturel qui est aussi assez capricieux en ce moment, hein, entre les réchauffements climatiques, les catastrophes naturelles, les incendies. Donc ça, c'est aussi un risque pour les entreprises parce que si votre entreprise brûle et que vos données sont dans l'entreprise, eh ben, vous perdez vos données. Voilà. Et on est dans un contexte géostratégique qui est malheureusement très tendu avec les différents conflits qu'on a vus en Ukraine, Palestine, les élections. Voilà. Et le point suivant aussi qui est un peu lié, c'est les menaces étatiques sophistiquées. On a dans le cadre de ces conflits, les différents belligérants ont compris que des fois, plutôt que de faire exploser une bombe, c'est peut-être plus intéressant de bloquer les hôpitaux ou la distribution d'énergie. Et donc là, il y a une vraie menace aujourd'hui autour de ces choses-là. Alors si vous ajoutez à ça le fait qu'effectivement nos PME, PMI, ETI et TPE locales n'ont pas forcément les compétences requises pour lutter contre ces fléaux, hein. Tout le monde n'a pas un directeur informatique à disposition. Et quand ils en ont un, il n'est pas forcément à jour de tout ce qui se fait. Et puis il dort la nuit, et puis voilà, donc il n'est pas là H24, 7 jours sur 7 non plus, quoi. On a des établissements publics qui, dans le cadre des restrictions budgétaires, ont souvent des budgets qui fondent comme neige au soleil, et la priorité n'est pas forcément de mettre ça dans l'informatique. Voilà. Et puis on a des médias et des politiques qui ne s'intéressent pas forcément beaucoup au sujet et qui ne comprennent pas toujours tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Alors,
quand on met tout ça dans le shaker, bah, on peut dire effectivement qu'on est dans une période un peu dangereuse et qu'il faut faire un petit peu attention à ces données. Voilà. Et on va vous expliquer comment le cloud peut vous aider à travailler contre tout, enfin, pour lutter contre tous ces fléaux qu'on a évoqués tout à l'heure. OK. Très bien. Alors, ça veut dire quoi travailler dans le cloud exactement? Donc, le travail dans le cloud, si on veut être simple, c'est utiliser son navigateur. Donc, quand vous connectez à votre webmail, par exemple, bah, vous utilisez votre navigateur et c'est ça. Donc, il n'y a rien d'installé localement sur la machine. En d'autres termes, alors on peut y aller, ouais. Donc, un accès à Internet suffit. Donc, il vous suffit d'avoir une simple box. On peut travailler avec n'importe quel équipement, que vous ayez un Mac, un PC, un Chromebook, peu importe, ça va fonctionner de la même manière. Voilà, on peut travailler de partout, ça c'est assez magique aussi, hein. Donc on peut travailler de chez soi, en télétravail, dans un espace de coworking, depuis le train, depuis l'entreprise ou depuis chez son client. OK. Il n'y a rien à installer sur les postes. Donc ça c'est la magie du cloud, c'est que tout vient du cloud, donc vous n'avez rien à installer localement. OK. C'est facturé comme un service, hein. C'est comme l'eau et l'électricité. Bah, c'est quand vous allumez la lumière que vous êtes facturé. Bah, le cloud, c'est à peu près la même manière, hein. Vous l'utilisez, vous êtes facturé. Vous ne l'utilisez pas, la facturation est limitée. OK. C'est effectivement les ressources vous sont mises à disposition en fonction de vos besoins. Donc, si vous avez besoin de ressources à un instant T, on vous les met à disposition. Et puis, quand vous n'avez plus besoin, elles sont libérées et potentiellement mises à disposition d'autres personnes également. Donc, on est aussi dans la mutualisation. Alors, les trois gros du marché qui représentent plus de 66% du marché mondial du cloud, c'est AWS, Amazon Web Services, qui est le numéro 1. Et vous avez Microsoft et Google qui sont derrière aussi et qui sont très, très gros dans ce domaine-là. OK. En termes de clients, on n'est pas sur des choses exotiques. On ne vous embarque pas dans des choses qui sont utilisées par des petites structures, hein. Tous les gens que vous avez qui sont listés là, comme Airbus, qui a 150 000 utilisateurs dans le cloud, Auchan, qui en a 250 000, puis après Alstom, Essilor, Lafarge, Orange, Roche, enfin tous ces gens-là ont déjà basculé dans le cloud il y a quelques années. La semaine dernière, je parlais avec le DSI de FM Logistique, bah, ils ont aussi basculé, ils ont 2500 utilisateurs qui sont aujourd'hui sur les infrastructures de Google, quoi. Voilà. OK. Et voilà, et donc le fait d'être dans le cloud, tous ces acteurs-là vous garantissent, et aujourd'hui le taux de 99,9% qui est affiché, c'est le taux de disponibilité qui vous est fourni à tous les niveaux. Et je vais passer la main à Marc qui va vous expliquer ce qu'on entend par les niveaux. Merci Jean-Christophe. Alors effectivement, quand on est dans le cloud, effectivement, le chiffre ici de 99,9, c'est le chiffre qu'il faut atteindre. Voilà. Et justement, mais atteindre ce chiffre à tous les niveaux, ben, on va vous expliquer justement, et c'est cette vision un peu disruptive et qu'on explique très très peu aujourd'hui dans les médias, qu'on va essayer de vous faire comprendre. Et nous, on a basé ça sur ce qu'on appelle la stratégie des 4 piliers. Alors, la cybersécurité dans le cloud aujourd'hui, c'est une chaîne, d'accord? C'est une chaîne qui va de l'application jusqu'au data center. Si vous avez un problème ou un maillon faible dans cette chaîne, vous n'arriverez pas à atteindre le chiffre de 99,9 et vous n'aurez pas une fiabilité de fonctionnement. Donc, si on revient justement sur ces 4 piliers, le premier pilier, c'est ce qu'on appelle les centres de données. Alors, les centres de données, aujourd'hui, quand on parle de centres de données, on ne parle pas de centres de données seulement au niveau national. On parle de centres de données répartis sur la planète, donc des centres de données mondiaux, voilà, répartis sur différents continents, qui permettent justement déjà de répartir les risques, parce que les données ne sont pas situées ni sur un seul serveur, évidemment, ni surtout à un seul endroit. En plus, ces centres de données, bon, là, faut vraiment vous imaginer, je ne sais pas, l'usine Peugeot à Sochaux, vu la taille du truc. Et en fait, ça, c'est les nouveaux data centers aujourd'hui. Un data center aujourd'hui d'un gros fournisseur cloud, ça vaut quelques milliards, hein, voilà, on ne parle pas de dizaines de millions, c'est quelques milliards. Parce qu'en fait, vous n'avez pas que le centre de données, vous avez également la centrale énergétique à côté, vous avez plein d'infrastructures
annexes qui en font partie. Donc, cette répartition et cette multiplicité de centres de données au niveau mondial permet de répartir les risques et surtout de dupliquer les données. Néanmoins, avoir un centre de données au plus proche de chez soi permet d'y accéder au plus vite. Donc, il faut certes une répartition, mais néanmoins quand même une certaine densité pour que l'accès aux données soit le plus rapide possible. Le pilier numéro 2, en fait, c'est un réseau mondial. Donc là, je remonte, si vous voulez, la chaîne. Je pars du data center et maintenant, je vais parler de la connexion. Donc, ce réseau mondial, voilà, alors, vous ne le savez peut-être pas, mais 97%, voire même plus, de toutes nos connexions Internet passent par des câbles sous-marins. Ça ne passe absolument pas par les satellites, ils ne sont pas du tout là pour ça. En fait, l'ensemble des connexions Internet que nous utilisons aujourd'hui au quotidien sont assurées par des câbles sous-marins. Et donc, en fait, tout fournisseur cloud qui permet de vous assurer une fiabilité de 99,9% à minimum doit disposer de son réseau propre, donc son réseau à lui. Voilà. Alors, quand vous avez cette répartition et que vous disposez d'un réseau mondial, vous avez des points d'accès. C'est un point d'accès par capitale, quelquefois régional, etc. Mais en tout cas, vous devez également vous assurer qu'un point d'accès au réseau de votre fournisseur soit au plus proche de vous. Pourquoi? C'est tout bête. Cela vous permet d'accéder très, très rapidement au réseau de votre fournisseur. Et donc, ensuite, c'est le fournisseur qui va optimiser votre connexion de données pour aller au plus vite, taper dans vos données qui sont donc sécurisées dans le data center. Autre point extrêmement critique pour arriver, et ça on y pense beaucoup moins, pour arriver à cette fiabilité de fonctionnement de 99,95, en fait, c'est la reconfiguration automatique du réseau. Quand vous avez un fournisseur de cloud aujourd'hui qui subit, par exemple, une perte de connexion, un câble cassé, en fait, il doit pouvoir vous assurer une reconfiguration automatique du réseau, ce qu'on appelle entre autres du SDN, Software Defined Network. Et en fait, en cas de sinistre, vous devez avoir une continuité de service. Alors là, je vous ai mis sur la dernière ligne les câbles, par exemple, dont disposent les GAFAM, globalement aujourd'hui. Alors, pour résumer, Amazon, à juin 2024, Amazon en a 3. Je parle là des grands câbles sous-marins. Google en a 17, Meta en a 2 et Microsoft en a 2. Le deuxième chiffre, c'est des câbles opérés avec d'autres, donc pas propriété exclusive, on va dire, du fournisseur. Donc, ceci clôt le deuxième pilier qui est la partie réseau mondial. On remonte un peu plus dans cette chaîne et on va parler maintenant du système d'exploitation. Au niveau du système d'exploitation, aujourd'hui, allez, à peu près 86% des mobiles de la planète fonctionnent sous Android. Le reste fonctionne, une bonne partie du reste fonctionne sous iOS et il y a encore quelques petits systèmes à côté. Néanmoins, aujourd'hui, la majeure partie de la planète utilise Android. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, le téléphone que nous avons dans notre poche est quasiment aussi puissant que l'ordinateur que nous utilisons sur notre bureau. C'est même déjà c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous avez des mobiles qui dépassent bien sûr la capacité des ordinateurs. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'à terme, dans le monde du cloud, où vous n'avez plus besoin de puissance locale, les téléphones seront nos seuls équipements dans un futur proche. Quand je dis proche, ce n'est pas très très lointain, ça va arriver relativement vite. En fait, à terme, on va plugger notre téléphone dans une station d'accueil. Cette station d'accueil nous mettra simplement à disposition à un moment donné un clavier et un écran parce qu'on voudra travailler de façon confortable sur notre bureau. Mais en fait, l'ordinateur, le processeur lui-même, sera mis à disposition par notre téléphone. Et donc, il est vital aujourd'hui pour effectuer, on va dire, un choix de fournisseur cloud pertinent, il est vital de s'assurer que votre fournisseur maîtrise cette plateforme technique.
quelle que soit la plateforme. Là, j'ai pris Android parce qu'il est utilisé majoritairement par la planète. Mais en fait, il faut que votre fournisseur, vu que le téléphone va devenir notre seul équipement dans un futur proche, il faut que ce fournisseur gère tout l'écosystème mobile que vous allez utiliser dans le futur. Et ça, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Il faut qu'il valide les applications qui vont être dans votre Play Store ou dans votre App Store, etc. Il faut que toute cette chaîne de sécurité, une fois de plus, le mobile fera partie de la chaîne. Il faut donc que ce mobile soit sécurisé. Et en plus, il n'y a pas que les mobiles, bien sûr. Dans l'intervalle qui nous sépare de on va dire, de cette utilisation exclusive faite avec un mobile, nous utilisons encore, bien sûr, des ordinateurs personnels. Alors, il est probable que vous ne le sachiez pas, mais en 2020, par exemple, il y a eu une bascule qui s'est faite. Alors, la plateforme Windows, globalement, décroît, et ça quand même déjà depuis des années. Donc là, je vous ai affiché 2020 parce que c'était un point de bascule. Et en fait, d'autres systèmes ont commencé à émerger. La plateforme Mac reste stable, elle n'augmente pas, elle a plutôt tendance à diminuer. Et ce pourquoi? Parce qu'aujourd'hui est apparu pas aujourd'hui, il est là depuis longtemps, mais on commence à en parler. Vous voyez même de la pub à la télé concernant un nouveau système qui s'appelle Chrome OS. Alors, j'ai séparé les deux mots. Normalement, ils sont attachés. On dit Chrome OS en un mot, mais bon, peu importe. C'est un nouveau système basé sur Chrome. Et en fait, ce sont des machines qui sont très rapides, voilà, mais qui surtout qui changent la façon de travailler de l'utilisateur. Et par rapport au graphique que vous voyez à droite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à partir de 2020, il s'est vendu au monde plus de Chromebook, Chromebox ou Chromebase, ce sont les trois machines basées sur Chrome OS, que de Mac. Voilà. Donc ce point de bascule est quand même important. Chrome OS est en train de monter, Windows est en train de descendre, et probablement que dans quelques années, les deux courbes vont se croiser. Nous en sommes personnellement convaincus. Le changement est en cours, on ne pourra plus l'arrêter. Les points clés de cette nouvelle approche au niveau du système d'exploitation, c'est que vous avez une machine qui a un démarrage protégé, mais surtout une machine qui démarre en 8 secondes à peu près. Vous n'avez ni virus ni rançon logiciel qui peuvent s'installer sur cette machine, parce que sur cette machine, en fait, rien ne peut s'installer, tout est bloqué. Voilà, vous n'avez accès qu'à un écran clavier et au navigateur Chrome. La mise à jour est garantie sur 10 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, mise à jour garantie sur 10 ans? Ça veut dire aussi que votre machine que vous allez acheter aujourd'hui, vous pourrez encore l'utiliser pendant 10 ans. Vous allez me dire, ah oui, mais au bout de 3 ans, d'habitude, ma machine est obsolète. Oui, mais dans le monde du cloud, en fait, cela change également complètement. Votre machine ne devient plus obsolète. Il n'y a pas de plantage et le coût initial d'achat est environ de 350 €. Allez, si vous prenez une machine du feu de Dieu, mais il n'y a plus beaucoup de différence en fait au niveau des machines Chrome OS. C'est simplement, est-ce que je veux disposer d'un écran tactile? Est-ce que je veux que mon écran puisse faire un flip à 360 pour que je puisse l'utiliser en mode tablette? C'est ça à peu près les options que vous avez sur des machines Chrome OS. Mais le coût d'une machine classique standard, c'est 350 € hors taxe. Pourquoi? Parce que la puissance aujourd'hui, elle est dans le cloud, elle n'est plus sur le poste de travail. C'est terminé. Le quatrième pilier, ce sont toutes les applications. Donc, c'est l'écosystème applicatif. Alors, bien sûr, on va vous parler ici de Google Workspace. Alors, nous sommes partenaires Google, oui, à la base, effectivement, mais vous pouvez aussi parler d'Office 365. Ce sont les applications, au final, qui comptent pour l'utilisateur. C'est la seule chose, en fait, que l'utilisateur voit. C'est ce qu'il utilise, en fait, au quotidien. Le reste, peu importe. Ce que veut faire l'utilisateur en utilisant Google Workspace, c'est qu'il veut fonctionner comme Google. Savoir comment les données transitent, savoir où elles sont stockées, etc. Il a le droit de se poser les bonnes questions, on va y venir. Néanmoins, lui, ce qui l'intéresse, l'utilisateur, c'est d'utiliser ces applications-là. Donc, on passe aujourd'hui sur
aussi une disruption, une façon de procéder différente d'avant, puisqu'en fait, aujourd'hui, les licences bureautiques ne s'installent plus, elles doivent être immédiatement disponibles à partir du web, donc à travers un navigateur, comme Jean-Christophe vous l'a expliqué au tout début. Gmail, par exemple, aujourd'hui, c'est déjà quasiment la moitié de la planète. Donc, tout le monde sait déjà utiliser ces solutions-là. Et souvent, en fait, les gens, en découvrant ce passage au cloud, se disent « Ah ben, j'ai enfin au boulot ce que j'utilise déjà chez moi depuis des années. » Voilà. Et aujourd'hui, à peu près 10 millions d'entreprises utilisent déjà des plateformes sur base Google Workspace. Le taux de disponibilité aujourd'hui est de 99,95 concernant cette approche-là, cette solution. Donc, si maintenant on fait une synthèse, et c'est ça qui ne vous est jamais présenté dans les médias, cette synthèse, elle n'existe pas, c'est très regrettable parce que beaucoup de décisions sont prises sur de fausses bases. En fait, ce que je viens de vous expliquer, c'est la chaîne de cybersécurité cloud que vous devez faire si vous voulez faire un choix de fournisseur. Vous devez partir aujourd'hui d'une application qui fonctionne sur un poste de travail, que ce poste de travail soit un ordinateur de bureau ou que ce poste, à la limite, soit votre téléphone. Ce téléphone et cet ordinateur va ensuite communiquer, va rejoindre et va transmettre les données via un réseau mondial. Et ce réseau mondial doit bien sûr, en bout de chaîne, être connecté au centre de données du fournisseur cloud que vous avez choisi. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais moi j'utilise par exemple au niveau de la communication, j'utilise un réseau, par exemple British Telecom, France Télécom, etc. Très bien, mais le fait à un moment donné d'être dans une succession et de sauter d'un fournisseur à l'autre jusqu'à arriver dans le centre de données sans passer par un réseau mondial du fournisseur géré en propre, va vous faire perdre du temps. Et donc cette connexion va être plus lente. D'où l'importance d'avoir ces quatre piliers intégrés par votre fournisseur. Alors, je vous le donne en mille, c'est factuel, hein, c'est pas, voilà. Nous, quand on a fait le choix du partenaire avec lequel on voulait travailler, ce choix-là, on l'a fait en 2014, et ben, en fait, on a fait exactement ce raisonnement-là. Pour être déjà sûr d'assurer la base de cybersécurité à nos clients, ben, aujourd'hui, il n'y en a qu'un parmi les GAFAM qui dispose des 4 piliers. C'est factuel. On a pris une page blanche à l'époque, on a fait ce raisonnement-là, et on est arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y en a qu'un. Et celui-ci, ben, il s'appelle Google. Voilà. Pourquoi? Parce que Google est aujourd'hui le seul qui dispose de data centers répartis sur la planète, d'un réseau mondial. D'ailleurs, c'est celui qui a le plus de câbles sous-marins. Il en a 17 qui gèrent absolument propre et il en a 33 opérés avec d'autres opérateurs. Il opère aujourd'hui un OS mobile utilisé par la majeure partie de la population planétaire qui s'appelle Android et il dispose d'une suite collaborative exclusivement web parce qu'on ne peut pas l'installer en local, ça n'existe même pas. Donc, toute cette chaîne-là vous permet déjà d'assurer la base de votre pyramide de cybersécurité cloud. Alors, cette approche-là, justement, ne vous est pas expliquée dans les médias. Et souvent, en fait, on fait un choix. Ah oui, mais tiens, moi, je prends Office 365. OK, mais vous ne faites qu'un choix de suite collaborative. Et la suite, quand vous allez utiliser Office 365, vous allez passer par un réseau. Mais est-ce que ce réseau est optimisé? Et ensuite, ce réseau vous permettra-t-il d'accéder rapidement aux data centers Microsoft, qui sont alors certes opérés par Microsoft, voilà, mais attention, il faut que cette chaîne soit respectée pour que vous puissiez délivrer le meilleur service possible à vos utilisateurs. Alors, la cybersécurité d'aujourd'hui n'est plus du tout celle de hier, car on peut travailler aujourd'hui 100% en ligne, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, la conséquence de ça, c'est quoi? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de votre réseau local? Quand vous êtes full cloud, votre réseau local va devenir minimaliste. Vous n'avez plus besoin de rien en local. Une box avec un réseau Wi-Fi suffit. Vous n'avez plus besoin d'infrastructure IT.
Vous n'avez plus besoin de serveurs, de sauvegarde. La protection IoT, alors ça, c'est la protection de votre domotique, est beaucoup plus facile à assurer, etc. La sécurité, les 4 piliers que je viens de vous expliquer, en fait, vous l'achetez chez votre fournisseur. Elle est donc déléguée déjà en majeure partie au fournisseur. Mais c'est à votre charge de vous assurer que le fournisseur que vous allez choisir respecte ces 4 piliers. Attention, je ne suis pas en train de dire, vous restez bien sûr responsable de votre choix. Ça, c'est évident. La seule chose que je dis pour que votre choix soit pertinent aujourd'hui, il faut que les 4 piliers soient assurés. Et ensuite, la sécurité, à l'opposé du monde d'avant, voilà, que j'ai géré durant 35 ans, ben, la sécurité, elle n'est plus périmétrique. Là où avant, on déployait des firewalls, on mettait en place aussi des VPN, etc., aujourd'hui, elle est purement applicative. Avec l'arrivée, bien évidemment, de ce qu'il faut faire dans ce monde-là, utiliser exclusivement des applications qu'on appelle SaaS, Software as a Service, qui en fait sont basées évidemment sur des standards HTML, mais avec du cryptage, du chiffrement, donc en mode HTTPS. Voilà. Et en fait, tout ça, tout ce fonctionnement-là, ben, c'est basé sur des standards Internet classiques, reconnus, et ensuite le reste, vous le déléguez à votre fournisseur de cloud. Donc la problématique qu'a encore aujourd'hui, on va dire, tout directeur informatique ou toute personne qui doit faire un choix de cloud, la technique, on va dire, elle est aujourd'hui assurée pour vous, mais toute la partie responsabilité, elle vous incombe. Donc la responsabilité aujourd'hui, elle reste toujours fonctionnelle, ok? Il y a un peu moins de technique, mais il faut toujours se poser les bonnes questions. Parce que bon, la délégation n'empêche pas le contrôle, et c'est toujours de votre responsabilité de contrôler et de poser les bonnes questions. Quelles peuvent être ces bonnes questions, justement? Eh bien, de qui dépend le contrat? Est-ce que vous travaillez avec une entreprise américaine? Par exemple, nos clients, chez Je gère mon biz, ben, le contrat Google dépend de Google Cloud France, qui est une entité française. Voilà. Donc, qui dit entité française, soumise au RGPD, etc., etc. Voilà. Il ne faut pas effectivement faire un choix d'entreprise si vous ne maîtrisez pas la base réglementaire. À qui appartiennent les données? Est-ce que c'est écrit dans le contrat que vous allez signer? Oui, non, voilà, avec bah, ici, par exemple, pour nos clients, les données appartiennent aux clients. Voilà. Confidentialité, chiffrement, IA, tout ça sont des questions à poser à votre fournisseur. Quel est le taux de service garanti? Est-ce que c'est noté quelque part? Est-ce que ce taux de service qui est écrit sur le papier, bah, est-ce qu'il est vérifié? Est-ce qu'il est audité par des tiers? Est-ce que les incidents aujourd'hui sont reportés quelque part? Puis-je y accéder? Puis-je les voir? Y a-t-il en place ce qu'on appelle un bug hunter? Alors, un bug hunter, c'est quoi? C'est en règle générale, que ce soit chez Microsoft, Google ou d'autres, en fait, ce sont des, on va dire, c'est un service qui est mis en place qui permet à l'ensemble des développeurs de la planète de remonter en fait des bugs aux fournisseurs, donc aux GAFAM, hein, soyons clairs, et en fait de se faire rémunérer si une faille est découverte. Voilà. Donc tout ça, ça participe à la sécurité. Autre point clé, quelle est l'organisation de la sécurité physique? Alors oui, je ne sais pas forcément où est stockée ma donnée, dans quel data center, etc. Mais il faut que je m'assure que ce data center dispose de la sécurité physique suffisante. Alors, elle est bien sûr, quand je dis physique, c'est vraiment est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a du grillage autour du data center? Est-ce qu'il y a des badges? Est-ce qu'il y a des lecteurs d'empreintes digitales, etc. Est-ce que l'apport et la sécurité énergétique du data center est assurée? Tout ça, quand même, il faut le vérifier. Ensuite, on parle aussi de la sécurité applicative, avec la sécurité du mot de passe, par exemple, avec tout ce qui est ce qu'on appelle SSO, Single Sign-On, et Two-Step Verification, c'est l'authentification à double facteur. Est-ce que la sécurité, je peux l'administrer en centrale, etc. Tout ça, ce sont des questions fonctionnelles qu'il faut se poser et auxquelles il faut que vous ayez la réponse avant de faire votre choix. Est-ce que les normes sont respectées? Les normes ISO, alors je ne parle pas que de l'environnement, hein, les normes qualité, etc. Est-ce que votre fournisseur est agréé hébergeur de données de santé? Par exemple, Google l'est, comme Microsoft également. Hein, donc voilà. Donc, mais pourquoi en choisir un plutôt que l'autre? Ben, on est là pour ça, justement. Je vous explique les 4 piliers.
Est-ce que le fournisseur est RSE? Est-ce qu'il fait des efforts pour l'environnement, etc. Mais surtout, suis-je couvert dans mon pays si je travaille ainsi? Ça, ce sont des questions à se poser qu'il ne faut pas négliger parce que c'est quand même votre responsabilité que vous engagez. Ensuite, même si vous déléguez beaucoup de choses au fournisseur cloud que vous allez choisir par ce biais-là, ben vous aurez quand même un boulot restant à assurer. Le boulot restant, ça sera quels sont vos processus, par exemple au niveau RGPD. Alors, dans le monde cloud, une bonne partie du RGPD est également assurée par le fournisseur cloud, mais il y a des choses qui vous incombent, qui restent à votre charge. Donc ça, c'est vraiment typiquement des questions à se poser. Pareil pour les postes locaux. Si vous utilisez non pas des solutions Chrome OS, mais des postes Windows, et ça marche très bien dans le monde du cloud, vous restez néanmoins assujetti à sécuriser vos postes avec des antivirus, etc. Donc, et à assurer les mises à jour pour qu'il n'y ait pas de faille de sécurité sur les postes. Donc, il y a quand même encore un certain boulot à fournir, mais il est différent, il est changeant, on va dire. C'est un autre métier. Et moi, je disais souvent à mes équipes d'avant, en fait, la responsabilité du manager, c'est d'emmener ses équipes et dans le changement. Et bien justement, là, maintenant, ce changement, il est là. Les équipes, il faut les emmener vers autre chose parce que le monde de hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Et ensuite aussi, parce que bon, l'idée quand on change, c'est quand même de faire des gains. Alors, ils peuvent être fonctionnels exclusivement, oui, et ils peuvent être financiers. Le cloud vous apporte les deux en faisant les bons choix. Voilà, et donc ça, c'est quand même relativement magique. C'est un peu l'équation magique du cloud aujourd'hui, parce que vous pouvez avoir le beurre, l'argent du beurre, voilà. Et dernière question primordiale, que se passe-t-il si je veux partir un jour du fournisseur cloud choisi et si je veux aller chez un autre? Donc tout ça, vous l'avez compris, reste de votre responsabilité. Alors, quelques exemples quand même pour vous expliquer que, bien sûr, vous avez compris que la cybersécurité a totalement changé, mais elle se réinvente continuellement. Elle s'industrialise, mais surtout elle est mutualisée pour nous tous utilisateurs du cloud aujourd'hui. Elle est mutualisée parce que, il y a des équipes qui vont bosser pour nous. Elles bossent dans l'ombre, mais elles bossent quand même pour nous H24, 7 jours sur 7. La base, c'est ce que je vous explique ici, c'est d'assurer ces 4 piliers. Si vous n'assurez pas ces 4 piliers, à un moment donné, vous aurez dans votre chaîne que je vous ai expliqué un gros problème. Donc la base, c'est ces 4 piliers. Mais néanmoins, ensuite, par exemple, si vous prenez Google, là, on a trouvé des infos. Vous avez plus de 1000 personnes qui travaillent H24, 7 jours sur 7 au niveau sécurité. Et vous avez, en tant que TPE, même entreprise unipersonnelle, vous avez la même sécurité qu'un Airbus, qu'un Lufthansa, qu'un Essilor, qu'un Urgo, qu'un Roche, qui sont chez Google. C'est quand même génial de pouvoir se dire aujourd'hui, moi, petite entreprise, ou moi PME, ou moi ETI, ou moi PMI, peu importe, je dispose de la même sécurité globale que les grandes entreprises aujourd'hui qui sont dans le cloud. Ça, avant, on ne pouvait qu'en rêver. Maintenant, c'est disponible. Alors, qu'est-ce qui change aussi? Aujourd'hui, toute la partie aujourd'hui cloud est basée sur des systèmes ouverts, souvent open source. J'ai cité ici le système d'exploitation Linux. Mais le gros avantage de ces codes-là, c'est que le code interne est révisé par des tiers externes, pas des tiers du fournisseur, des tiers externes. Donc tout ça, ça vous permet de garantir, on va dire, quand même une fiabilité déjà du code pour qu'il n'y ait pas de plantage. Mais comme ce code est révisé aussi, les failles sont découvertes. C'est pour ça qu'en fait, justement, il y a des services auxquels vous pouvez remonter des failles. Et ensuite, ça vous permet aussi de voir s'il n'y a pas on va dire des trous, des portes ouvertes exprès. S'il y en a, elles sont vite trouvées justement par ces tiers externes. Globalement, la cybersécurité d'aujourd'hui, en continu, travaille pour nous au niveau de la lutte contre les contenus nuisibles. Alors, on peut citer les virus. Voilà, si vous avez une messagerie aujourd'hui dans le cloud, avant que votre mail n'apparaisse dans votre système, il est déjà détecté, les virus sont détectés, les tentatives de phishing, piratage, etc. Ça, avant, c'était pareil. Le mail arrivait sur votre machine et souvent, c'était votre machine qui disait attention, voilà, c'est votre machine qui faisait le boulot. Rappelez-vous, aujourd'hui, plus besoin de puissance sur le poste de travail, la puissance est dans le data center. C'est le data center qui fait le job pour vous.
La double authentification aujourd'hui se généralise. Il y a même de nouveaux systèmes aujourd'hui, il y a des clés d'accès, vous pouvez brancher des clés USB, etc., qui vous permettent d'avoir des accès hyper sécurisés à votre compte, donc vos identifiants. Mais tout ça aujourd'hui est généralisé. Il y a donc aussi une collaboration, une publication des menaces. Aujourd'hui, il y a une collaboration mondiale qui se fait entre les équipes des fournisseurs cloud, même entre eux. Amazon bosse avec Microsoft et Google. Ils ont des cellules qui travaillent de façon commune, voilà, pour justement détecter les menaces. Une fois, c'est Google qui détecte des failles dans Windows. Une fois, c'est Microsoft qui détecte des choses chez Google, etc. Mais tout ça, ça améliore la cybersécurité cloud globale. L'IA, aujourd'hui, est beaucoup utilisée au service de la cybersécurité. Non seulement pour lutter, bien sûr, contre les contenus nuisibles que j'ai évoqués précédemment, mais aussi pour élaborer déjà aujourd'hui les prochaines architectures de sécurité qui vont arriver. Voilà. Que ce soit au niveau du mobile ou autre, l'IA est aujourd'hui à disposition. Voilà. Alors, c'est comme d'habitude avec l'IA. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. On a quand même tous un cerveau, donc il faut analyser ce que l'IA nous raconte. Néanmoins, elle permet déjà aujourd'hui de faire de grands pas en avant au niveau de la cybersécurité cloud. Autre point, la cryptographie post-quantique. Alors, pour résumer, l'informatique quantique a une telle puissance de calcul que certains, justement, algorithmes de chiffrement peuvent aujourd'hui être cassés facilement. Donc, aujourd'hui, la sécurité réfléchit déjà à la cryptographie post-quantique, voilà, qui tiendra le choc, justement, face à l'informatique quantique. Il y a aussi tout ce qui est intégration de ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet of Things. Ça, ce sont, on va dire, toute la partie domotique que vous pouvez avoir chez vous, mais aussi toute la partie capteur, etc., dans l'industrie. Voilà, les robots dans l'industrie. Et en fait, il y a un grand changement. Et en fait, il y a by design, comme on dit, dès la conception. En fait, ces appareils-là, ces équipements vont être conçus de façon différente pour prendre en compte tout de suite la cybersécurité cloud, etc. On pourrait en discuter pendant des heures, voilà. Mais bon, il faut qu'on avance dans l'après. Alors, je vous ai mis quand même 2 liens ici que vous pouvez aller consulter tranquillement et qui reprend justement différents points en détail de ce slide. Alors, en conclusion, que peut-on dire aujourd'hui? Il y a beaucoup d'avantages pour l'entreprise et beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Le désavantage premier, ne nous voilons pas la face, ça nécessite du changement. Ça nécessite de travailler différemment. Le changement n'est pas toujours simple en entreprise. Il faut un accompagnement. Voilà, c'est le gros désavantage du passage au cloud. Avez-vous le choix de ne pas y passer? Malheureusement, je pense que non. Si vous restez encore dans le monde d'avant, pourquoi pas? Ça va durer encore un certain temps. Voilà, mais le passage, on va tous y passer, malheureusement. C'est comme si à un moment donné, on dit tiens, je ne vais pas utiliser la 5G. Oui, mais la 5G, de toute façon, tu n'auras pas le choix de l'utiliser parce que la 4G sera coupée, comme la 3G est déjà coupée aujourd'hui aux États-Unis et très, très prochainement en Europe. Donc voilà, il faut aller avec l'évolution c'est la vie. La seule constante dans la vie, c'est le changement. Donc revenons aux avantages pour l'entreprise. Le premier avantage majeur, c'est que la sécurité ou la cybersécurité au sens large, donc qui est faite pour vous, qui est industrialisée, qui est mutualisée, elle est déjà assurée par le fournisseur à 90%. C'est quand même génial de pouvoir se dire que on est enfin tranquille. C'est comme l'eau qui coule. Aujourd'hui, l'eau coule dans l'appartement. Le fait que l'eau soit potable, qu'elle coule chez moi dans mon appartement, c'est assuré par mon fournisseur d'eau potable. Voilà. L'IT d'aujourd'hui, c'est pareil. Il faut que ce soit assuré à 90%. Le plan de reprise d'activité, ce dont les entreprises ne se préoccupent quasiment jamais, ou très très peu, sauf dans les grands groupes, un plan de reprise d'activité, c'est quoi? C'est pouvoir redémarrer en cas de sinistre. Alors le sinistre, bien sûr, ça peut être le feu dans l'entreprise, mais ça peut aussi être un sinistre d'eau, par exemple, des fuites d'eau, etc. Voilà, et c'est assuré à 99%. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le cloud, vous reprenez un autre équipement, celui que vous avez sous la main, identifié en mot de passe, et vous reprenez exactement au même endroit où vous êtes arrêté. Voilà, ça c'est quand même génial de pouvoir se dire aujourd'hui qu'un PRA est assuré pour nous. Les aspects réglementaires et techniques sont souvent principalement couverts.
Il reste un solde réglementaire comme le RGPD, par exemple, un solde local, mais qui est très restreint à couvrir. Donc, ça nous soulage dans le boulot. Et en fait, ça soulage tous ces aspects techniques. Et souvent, aujourd'hui, les métiers qu'on enseigne encore à certains gamins dans les écoles, les futurs informaticiens, sont des métiers de l'ancien monde. Et aujourd'hui, il faut aller vers ces nouveaux métiers qui, en fait, sont plus fonctionnels que techniques. Alors, je change un peu de dimension, mais l'autre avantage, c'est que tout ce qui était investissement devienne maintenant des expenses. Là où avant, vous investissiez dans des serveurs, dans de l'infrastructure, en fait, tout ça, ça devient des expenses, un abonnement mensuel par utilisateur. Ça change fondamentalement la vie du dirigeant parce que, en fait, dans le compte de résultat, ce n'est pas la même ligne. Donc, voilà. Le coût global est aussi moindre, 2 fois en moyenne, voire plus. Mais par rapport à une informatique on-premise, comme on dit, donc propriétaire, traditionnelle et locale, quand vous basculez dans ce monde, en fait, vous divisez les coûts par 2. Vous avez surtout ensuite des avantages business que vous n'aviez pas avant. Une collaboration totale, une mobilité native, on ne peut pas dire autrement, puisqu'il suffit d'une petite connexion Internet. Alors, j'insiste aussi sur la petite. Vous n'avez pas du tout besoin, dans le monde du cloud, d'une grosse connexion Internet. Une petite connexion suffit parce que les données ne bougent pas. Elles restent dans le data center. Elles ne font plus d'aller-retour entre votre poste et le centre de données, comme c'était encore le cas quand vous baladiez un fichier Excel ou Word, etc., ou PowerPoint, qui se balade entre votre poste et le serveur. Dans le monde du cloud, en fait, votre ordinateur devient une simple fenêtre sur des données qui restent dans le data center. Et surtout, dernier avantage, pas le moindre, ça vous apporte de la flexibilité. Télétravail, oui, pas de souci. Est-ce qu'il y aura un nouveau Covid? Ok, s'il y en a un, ça ne changera rien. Je peux bosser de chez moi comme du bureau. Donc voilà, tout ça, aujourd'hui, ce sont des avantages business considérables. Et donc, l'entreprise arrive, par ce biais-là, à se concentrer et à se consacrer au business. Et ce qu'elle n'investit plus dans l'IT, elle peut retrouver de la capacité à investir et à innover ailleurs. Et c'est quand même ce qui fait la valeur ajoutée de l'entreprise. Ce n'est pas de dépenser du fric dans l'informatique pour que demain fonctionne comme aujourd'hui. Non, c'est faire des économies importantes, 50% en moyenne, et pour que ces 50% puissent être réinvestis dans la vraie valeur ajoutée de l'entreprise, c'est-à-dire le business. Le cloud souverain dont on entend souvent parler en fait dans les médias, il n'a jamais existé et il n'existera jamais. L'Europe a pris aujourd'hui malheureusement trop de retard. On n'arrivera pas à rattraper le retard aujourd'hui qu'on a accumulé vis-à-vis des GAFAM. Arrêtons de rêver. Par contre, on a encore plein de possibilités, mais il faut faire des choix aujourd'hui pragmatiques, des choix pertinents et efficaces. Ce qui ne veut pas dire qu'on se décharge de la responsabilité. On garde de la responsabilité. Mais en fait, il faut choisir des fournisseurs de confiance aujourd'hui. Et c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, il ne sert à rien de recréer des data centers locaux, etc. Quand nous, on sera prêt en Europe, le train sera passé, ils seront passés à l'informatique quantique ou je ne sais quoi. D'accord? Donc aujourd'hui, faisons des choix possibles, pragmatiques, en choisissant un cloud de confiance. Pour aboutir à quoi? Quelque chose de plus cher, de moins cher et de plus évolutif. Voilà, et ce qui clôt la présentation du jour. Notre métier, justement, c'est chez Je gère mon biz, c'est de savoir conjuguer ce présent-là au futur et d'accompagner les transformations que nos clients attendent de nous. C'est réellement notre cœur de métier. Je vous remercie. Je vais relâcher mon écran au niveau du partage et en fait, Karim, s'il y a des questions ou si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas. Jean-Christophe et moi sommes là pour ça. Merci Marc et merci Jean-Christophe. J'ai pas noté de relevé de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, si vous souhaitez également poser vos questions à l'oral, vous pouvez activer votre micro. C'est le moment. Bon, écoutez, il n'y a pas de question. Mais en attendant, effectivement, il y a quelques années, on parlait du cloud et on n'était pas trop axé sur la cybersécurité. C'était plutôt c'était un choix financier ou un choix de fonctionnement, etc. Aujourd'hui, la notion de cybersécurité est clairement un argument pour basculer dans ces environnements-là.
Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de petites entreprises locales qui ne sont pas armées face aux armées de hackers russes, chinois, israéliens, français, peu importe, qui vont les attaquer. Et ils ne peuvent pas prendre le risque d'avoir un rançon logiciel, il ne faut pas dire ransomware, qui s'installe sur votre machine et qui va bloquer vos données. Voilà, donc tout ça, maintenant, aujourd'hui, c'est un des arguments principaux pour basculer dans le cloud. J'ai vu qu'il y avait une question, donc j'arrête. Alors, question, comment sécurise-t-on un câble sous-marin? Ah, bonne question. Alors déjà, on le sécurise par de la redondance. D'accord? Quand je dis redondance, c'est-à-dire c'est pas le même câble. En fait, il faut déjà avoir de façon logique, en cas de coupure d'un câble, évidemment, la capacité de passer par ailleurs. Donc la sécurité, on va dire, si vous coupez le câble, logiquement, vous ne verrez rien ou quasiment rien, puisqu'en fait, vos données passeront par ailleurs. Donc ça, c'est le premier niveau de sécurité. Ensuite, la sécurité, c'est quoi? Ces câbles sont maintenus, hein, ils sont maintenus au quotidien. Il y a des bateaux, bien sûr, qui déploient les câbles, mais vous avez aussi des bateaux qui surveillent en fait ces câbles sous-marins et qui, justement, ont. Alors, il y a des répéteurs aussi, hein, je crois que c'est 80 ou 100 kilomètres. Voilà, des répéteurs qui permettent, il y a une logique électronique, hein, dans ces répéteurs qui permettent de remonter justement au bateau au-dessus un certain nombre de données et qui permet en fait de savoir quel est l'état du câble sous-marin. Voilà. Après, ils sont Autre profonds, hein, question? donc c'est pas accessible à tout le monde pour aller les couper. Donc ça peut être effectivement un belligérant qui a des sous-marins nucléaires sans donner de nom qui pourrait aller les embêter. Mais pareil, tout à l'heure, on a vu que Google en avait 17. Donc s'ils en ont coupé un, il en reste 16, hein. Donc hop, les données sont détournées par un autre câble et puis vous accédez à vos données. Donc il y a toujours le risque, mais là, quand même, il est quand même moindre que ce qu'on pouvait avoir avant. Mais il est vrai que ça fait partie aujourd'hui des menaces étatiques. Et voilà, on a parlé, comme on a parlé du gazoduc Nord Stream, voilà, dans le conflit ukrainien. En fait, un gazoduc, ça permet de véhiculer du gaz. Un câble sous-marin, ça permet de véhiculer de l'Internet, c'est sûr. Et ça fait partie des menaces étatiques aujourd'hui auxquelles il faut faire face. Donc, ces câbles sous-marins sont des entités aujourd'hui stratégiques, hein, importantes, qui sont surveillées. Voilà. Alors, sans m'avancer beaucoup, je suis convaincu qu'il y a des sous-marins qui regardent aussi de temps en temps ce qui se passe là-bas, voilà, dans ces points stratégiques que ni vous ni moi ne connaissons probablement. Mais il doit y avoir un certain nombre de points clés au niveau de ces câbles sous-marins qui sont à surveiller. Et il peut se passer des choses, oui. Oui. Maintenant, le On jour a où le cas en effectivement quelqu'un Ukraine. décidera de couper ces câbles sous-marins, je veux dire, voilà, on sera déjà allé très très loin. On a eu le cas en Ukraine où effectivement les connexions Internet ont été coupées et puis ils ont déployé des antennes Link, enfin de Starlink, Starlink. de Elon, et ils ont pu accéder à Internet à travers les satellites. Donc il y a souvent des solutions de secours qui permettent de faire des choses si jamais ça arrive. On a une question. Pardon. Oui, allez-y, posez votre question. Ouais, du coup, si c'est des données sur le cloud, est-ce qu'il faut au niveau du traitement des données, parce que j'ai vu que c'est sous Linux, par exemple, Chrome OS, est-ce qu'il faut du coup, enfin, est-ce qu'on peut développer sous Chrome OS ou comment ça se passe? Est-ce qu'il faut des formations supplémentaires ou parce que pour le traitement des données, là, du coup, on a la répartition des données sur plusieurs sites, mais est-ce que de notre côté, on peut travailler avec ou, enfin, je sais pas trop Mais comment expliquer en ça, mais fait, alors sur Chrome OS, vous ne pouvez rien installer, d'accord? Et on ne développe pas sous Chrome OS, hein. C'est plus comme, voilà, c'est pas comme avant, on développe une application sous Windows, etc. En fait, vous allez pouvoir développer, mais avec des langages, on va dire, dédiés cloud. Ça va être, par exemple, du JavaScript, ça va être en fait des langages orientés serveur. Voilà, ça, ce ne seront plus des langages orientés poste de travail, mais des langages orientés serveur. Voilà. Et donc, vous pouvez bien sûr développer. Néanmoins, Chrome OS, son gros avantage, c'est d'être entre guillemets basique, facile, simple. Jean-Christophe et moi, ça fait plus de 10 ans qu'on utilise des machines Chrome OS, hein, donc. Alors sur Chrome, vous avez justement 3 types de machines. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Vous avez les Chromebooks, qui sont des machines donc équivalents PC portable. Voilà, mais très simple, très, très léger au niveau du poids, très léger au niveau du système et qui font un super job. Et moi, celui que j'utilise, il a des années maintenant, je ne sais même plus combien, je ne les compte plus. Voilà, parce que justement, on a des mises à jour garanties pendant 10 ans.
Après, donc ça, c'est des Chromebooks, c'est des PC portables, l'équivalent sous Chrome OS. Vous avez l'équivalent des tours, mais qui aujourd'hui représente, c'est un petit carré de 10 sur 10, qui s'appelle une Chromebox. Alors, à l'opposé des Chromebooks qui disposent bien sûr d'un écran clavier intégré avec caméra, son, etc., la Chromebox, elle, c'est que la tour, entre guillemets, de ce qu'on avait avant. Donc là, il faut lui adjoindre l'écran, le clavier, et bien sûr, si vous le désirez, la webcam et puis le son. Reste encore la Chrome base, qui est l'équivalent, vous savez, des Mac où vous avez le processeur intégré dans l'écran. Voilà, on a des clients qui sont sous Chrome base, Laurence, entre autres, voilà, qui est avec nous aujourd'hui. Et en fait, Chrome base, c'est la même chose, mais là, vous avez en fait le PC, si vous voulez, l'ordi est dans l'écran. Et en fait, l'utilisateur ne voit sur son poste qu'un écran et un clavier. Voilà, c'est absolument magique, ça démarre en 10 secondes et il n'y a pas de souci. Mais donc, Et il y a pour même, répondre, oui. ouais, il y a même la possibilité aujourd'hui, quand on a des vieux PC qui sont en fin de vie, de les transformer en Chromebook ou en Chromebox en installant. Et du coup, le vieux PC qui commençait à être en fin de vie parce qu'il ne supportait pas les nouveaux systèmes d'exploitation qui mangeaient beaucoup de ressources, il est reparti pour quelques années parce qu'en Chromebook, il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance parce que la puissance, une fois de plus, vient du cloud. Alors, pour répondre quand même à monsieur, je vais quand même vite repartager mon écran parce que je pense que la question de monsieur, c'était aussi comment je fais pour travailler avec un Chromebook. En fait, ici, je vous montre sur l'écran partagé, en fait, comment on travaille aujourd'hui. On travaille à partir d'un portail numérique. Nous, on appelle ça le bureau numérique. Et sur ce bureau numérique, vous avez toutes les applications dont vous avez besoin au quotidien pour travailler. Donc, effectivement, on n'installe plus rien, puisqu'en fait, vous accédez simplement à votre bureau numérique qui vous est propre. Et à partir de là, vous avez toutes les applications, tout ce dont vous avez besoin au quotidien, c'est-à-dire la messagerie, votre gestion de fichiers, les sauvegardes sont faites pour vous, votre gestion d'agenda, votre téléphonie, vous faites de la visio, voilà. Vous pouvez même faire des sites web, etc., etc. Donc, on n'installe plus rien, vous cliquez simplement sur l'icône et ça marche. Et c'est là que ça devient magique parce que, en fait, l'informatique redevient facile, accessible, aussi facile que d'accéder à votre compte gmail.com sur votre téléphone ou sur votre ordi. Imaginez cette facilité pour tout le reste. Et vous avez compris ce qui est un mode full cloud, full web. Voilà, je relâche mon écran. S'il y a d'autres questions. Et une question d'Henri qui Oui. nous dit alors tu avais donné un chiffre, c'est 90% de la sécurité est dans le cloud. Quels sont les 10% restants en charge? Par exemple, au niveau du RGPD. Il y a des choses, en fait, le RGPD, je prends cet exemple-là, il dit il faut que vous assuriez de la sécurité physique de vos données, il faut que vous assuriez aussi de la sauvegarde de vos données, que vous assuriez de la confidentialité de vos données, etc. Mais tout ce dont je viens de parler ici, c'est votre fournisseur de cloud qui va déjà vous l'assurer, d'accord? C'est lui qui va s'assurer du chiffrement des données, qui va s'assurer de la confidentialité, normalement de la sauvegarde aussi, voilà, avec des solutions comme les nôtres. Par contre, ensuite, restera à chez vous, par exemple au niveau du RGPD, à déterminer quels sont mes processus métiers, quel est le qui, quoi, comment, où de mes données, qu'est-ce que j'en fais, quand est-ce que je supprime les données confidentielles de mes utilisateurs, quelle est ma stratégie, quelle est la norme que je respecte. Ça, ce n'est pas le fournisseur de cloud. Ça vous incombe à vous, en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, de le déterminer et de le mettre noir sur blanc et de l'écrire dans votre registre de traitement des données RGPD. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est au niveau RGPD. Les autres 10% restants, j'en ai parlé. Si vous utilisez des postes Windows, ça va être de sécuriser ces postes Windows. Parce que le poste Windows peut rester infecté en mettant une clé USB. Voilà. Alors, ça ne sera plus via un mail si votre messagerie est dans le cloud. Votre mail sera sécurisé via le cloud. Mais la clé USB qui sort de je ne sais où et que vous branchez et qui a peut-être un virus va infecter votre poste. Voilà. Donc, ça restera à votre charge. D'accord? Alors, ça n'ira pas dans le cloud, ça ne remontera pas, mais en fait, ça restera quand même, pour un fonctionnement IT classique, c'est tout responsable informatique de s'assurer de la sécurité des postes Windows de ses utilisateurs. Voilà, 2 exemples assez parlants, je pense. Si Henri a d'autres questions ou si ça va, n'hésitez pas à parler si vous avez des questions précises. Vous pouvez ouvrir les micros, je pense. J'aurais une petite question parce que du coup, si je comprends bien, c'est là on parle pour l'OS Chrome, c'est donc plus le poste du coup qui est sécurisé et dupliqué dans le web et tout. Mais du coup, si par exemple on fait des applications web standards sur des serveurs qu'on héberge en interne, du coup, ça là, il faut quand même les sécuriser. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire le serveur il peut être infecté ou le site web peut subir des attaques.
et être infecté. Là, l'OS Chrome, c'est juste pour les fichiers sensibles du poste en question, quoi, c'est ça? Ça n'a rien à voir Alors, avec faire un site web. Enfin, il y aurait quand même un service IT du coup qui sécuriserait le serveur pour ce site web, quoi. À moins qu'il est hébergé à l'extérieur. alors déjà, si vous parlez d'hébergement, l'hébergement est un mode différent du cloud, hein. Ce n'est pas du cloud, l'hébergement. L'hébergement, c'est souvent je travaille de la même façon qu'avant, mais je mets mon serveur simplement ailleurs que chez moi. Donc souvent, des gens croient que parce qu'ils hébergent un serveur voilà, chez un fournisseur français ou ailleurs, et qu'ils travaillent de la même façon, beaucoup de personnes pensent qu'ils font du cloud. Le cloud, c'est pas ça. Le cloud, c'est j'utilise vraiment des data centers, des gros data centers. À la limite, je ne sais pas où sont mes données. À la limite, c'est possible. OK, mais j'utilise des services. Et donc, en fait, alors oui, pour répondre à votre question, si vous développez un logiciel sur un serveur que vous-même hébergez, que vous-même, on va dire, maintenez en termes de sécurité, bien sûr qu'il faut effectivement sauvegarder ce serveur, le maintenir, etc. Parce que c'est vous qui allez prendre en charge ce que le cloud fait normalement pour vous. Donc là, effectivement, il faut sécuriser le serveur. Il faut faire en sorte que votre application locale qui va tourner sur le poste soit elle-même sécurisée, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le système Chrome OS lui-même. Chrome OS, voyez-le simplement comme un PC, je prends le terme PC classique, hein, comme un PC Windows à la limite où il n'y a que Chrome qui démarre. C'est ça un Chromebook. Ni plus, ni moins. On ne développe rien, on ne stocke rien sur un Chromebook. Donc c'est une simple fenêtre sur mes données. Mes données, en fait, elles restent dans le data center. Je les ai migrées une fois. Oui, il faut les migrer une fois. Quand on fait des migrations de clients, on prend les fichiers que le client avait sur son serveur, on va les migrer ici, chez nous, dans un Google Drive qu'on va sécuriser, qu'on va mettre en place ensemble, dont on va construire l'arborescence équivalente, entre guillemets, Windows ensemble. Voilà, mais ensuite, les données ne bougent pas. Donc, Chrome OS, ça n'est ni plus ni moins que ça. C'est un ordi avec Chrome qui fonctionne. Voilà. Est-ce que ça va ou Ok, ouais, ouais, ça va. Non, mais c'était plus dans l'idée, vu que là, je parlais plus de développer, par exemple, une SaaS ou quelque chose, mais en fait, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui utilisent Vous parliez de logiciels, mais c'est plus des SaaS, du coup, des services en ligne, mais ça revient au même, il faut que le service en ligne soit sécurisé, du coup, à l'extérieur. Ouais. Mais Alors là, schématiquement, je peux vous répondre. Nous, l'approche qu'on a prise, on ne développe rien chez nous. Notre Ok, boulot, ouais. c'est d'être intégrateur de solutions. Et on va choisir, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Notre métier, c'est quoi? Notre métier, c'est de choisir les meilleures solutions SaaS disponibles aujourd'hui sur le marché mondial et de les mettre à disposition de nos clients sous la forme, en fait, on va dire, d'un bureau numérique sur lequel tout fonctionne directement pour lui. On prend Ok, en ouais. charge la complexité, on prend en charge le single sign-on, hein, donc l'identifiant unique. Le client clique et ça marche. Il ne se pose même pas de questions. Et ça marche de partout avec tout équipement. Et donc, en fait, on dit souvent à notre client, votre bureau est là où vous êtes, ne vous posez même plus la question. Ok, merci. Je vous en prie. Autre question? On approche de la fin. Karim, maître du temps? Oui, ben non, il y On a. peut prendre encore des questions ou Oui, pas? oui, Je ne oui, sais pas. on peut. Hein, j'en vois plus en tout cas à l'écrit, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Oui, si je peux me permettre, s'il n'y a pas de questions, Oui. parce qu'il y a un service, alors c'est Google, mais j'imagine que les autres ont aussi ça, mais Marc parlait de Bug Hunter tout à l'heure, et vous avez c'est pas parce que les choses sont dans le cloud qu'elles sont naturellement euh, euh, dénuées de bugs, etc. Donc il peut y avoir des bugs aussi, hein. Sauf qu'au lieu d'avoir des hackers qui chassent les bugs et qui après vont les monnayer sur le darknet, ces gros fournisseurs comme Google ont mis en place cette notion de Bug Hunter dans lequel vous pouvez aller déclarer un bug que vous avez repéré. Et à ce moment-là, vous êtes rémunéré pour ça. Donc il y a certainement un tas de bugs qui sont repérés. Alors il y en a forcément, vu que je crois qu'il y a un an ou deux, Google a dépensé 10 millions de dollars pour récompenser ces chasseurs de bugs. Et donc quand il y a un bug, ben, ils vont chez Google, ils disent voilà, j'ai repéré ce bug-là. Google l'analyse, dit OK, c'est un bug reconnu, merci à vous. Serrage de main, photo avec le patron, invitation à recommencer le plus souvent possible et remise de chèque. Et donc, il gère ça comme ça pour éviter que ces hackers-là soient obligés d'aller sur le darknet pour monnayer ces bugs, quoi. Donc, ils savent très bien qu'on les attend au tournant sur ces problèmes de sécurité et ils le gèrent très bien jusqu'à présent.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout va bien? Tout va bien. Vous avez été clair. Je ne sais pas si Marc ou Jean-Christophe voulaient encore ajouter une chose, hein, une information. Non, mais je partage avec vous simplement notre, voilà, pardon, excusez-moi, la dernière slide que je voulais vous montrer, qui est celle-ci. Hop, je vais basculer sur la dernière. Donc, si vous avez aussi des questions, ben, en fait, n'hésitez pas à regarder. En fait, alors on a fait un petit jeu de mots, hein, avec notre mantra. On est full cloud, mais on fait de l'informatique sans nuage à l'horizon. Voilà. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site web, donc www.jeugermont.biz. Voilà, on reste à votre dispo si vous avez des questions, ou il y a un formulaire de contact également si vous voulez nous poser des questions sur le site web. Merci à tous. Merci à vous Merci à de nous tous. avoir supportés pendant 1 heure. Voilà, parce que je sais que c'est long. Je sais que c'est pas toujours évident à comprendre tout ça, mais c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous et franchement, il est magique. Merci. Merci beaucoup et merci Karim pour Merci. l'invitation. Oui, merci Marc, merci Jean-Christophe. Je vais juste faire un petit mot sur, je le fais à chaque fois, mais c'est toujours important. Il existe des aides justement pour les entreprises qui souhaitent sécuriser leurs données, voilà, qui ont des projets numériques de divers, voilà, de différents projets. Donc ça peut aller jusqu'à 6 000 euros. C'est soumis à l'éligibilité de l'entreprise, hein, donc selon l'activité, selon la localisation géographique. Donc le plus simple, c'est de nous contacter. Je vous mets notre adresse mail. Nous, conseillers CCI, hein, on peut avoir un échange avec vous pour voir si vous êtes éligible et si votre projet, les dépenses prévues peuvent être aidées par les collectivités, donc Région Grand Est ou Eurométropole de Strasbourg, si vous êtes sur la zone de l'Eurométropole. Donc n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse mail pour qu'on puisse vous recontacter. Et puis un dernier mot sur le festival Biz and Buzz qui a lieu les 15, 16 et 17 octobre avec un temps fort sur Strasbourg le 16, le 16 octobre, Mulhouse le 15 et Haguenau et Bergheim les 17 octobre. Donc je vous mets le lien du site. Le programme est en ligne. On aura pas mal de conférences, d'ateliers, voilà, des tables rondes, donc différentes formes d'intervention. Et voilà, n'hésitez pas à regarder le programme et à vous inscrire, à venir participer, à venir rencontrer des professionnels du numérique. Et voilà, à venir collecter des informations pour ensuite pouvoir mettre en œuvre différentes pratiques. Voilà. Merci à tous. Je vous dis bonne journée, bon appétit et puis à bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.